Bonjour tout le monde et bienvenue au colloque du Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides. Mon nom est Raed El-Ferjani. Je suis agent d'échange de connaissances et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole au présentateur du conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Et finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Régent Lebrun, directeur de recherche au Centre de foresterie des Laurentides, pour présenter notre conférencier. OK, merci Raed. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Régent Lebrun. Je suis directeur de recherche de la division dynamique des écosystèmes au Centre de foresterie des Laurentides. Et bienvenue à ce deuxième webinaire de la 38e saison des colloques du CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Quelle place pour le secteur forestier vis-à-vis des objectifs de carboneutralité ?» Une proposition qui relie le boisement, reboisement, l'aménagement forestier, les produits biosourcés, les inventaires de GES, l'adaptation au changement climatique. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Jean-François Boucher. M. Boucher est biologiste diplômé de l'UQAC depuis 1993. Il a complété une maîtrise en 1997, puis un doctorat en 2002 en sciences forestières à l'Université Laval. De retour dans sa région d'origine pour entreprendre des études postdoctorales en 2002 à l'UQAC, il initie des travaux de recherche en forêt boréale. Professeur régulier en éco-conseil à l'UQAC, depuis 2014, il est à la tête d'une équipe de recherche interdisciplinaire sur le créneau de la lutte au changement climatique par la séquestration du carbone. Ses travaux de recherche actuels touchent des projets de comptabilisation du carbone forestier en contexte divers, par des études terrain et des modélisations à grande échelle, de même que des études d'empreinte carbone, de crédits compensatoires et de carboneutralité pour divers secteurs d'activité. Sur ce, je laisse la parole à M. Boucher et je vous souhaite un bon colloque. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui, c'est bon? J'imagine que oui. Alors, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette présentation qui est excusez-moi, un petit message, qui est un long fleuve pas très tranquille. Vous allez voir, j'ai beaucoup de contenu. Ça me fait plaisir de pouvoir vous en faire part aujourd'hui parce que on a quand même un temps significatif ensemble. Donc, voici pour le contenu de ma page site. Je vais activer la suite. Bon. Je ne sais pas si je peux. Là, ce que j'ai, c'est un pointeur. Je n'ai pas la possibilité de changer les diapos par moi-même. Est-ce qu'on peut enlever le pointeur, s'il vous plaît? Deux secondes. Excusez-moi, là, je n'avais pas prévu ce petit enjeu. Comme si je ne pouvais pas changer les diapos. Le pointeur, j'ai pas de contrôle là-dessus, Jean-François. Est-ce que tu peux fermer? On va arrêter le partage et on va le redémarrer. D'accord, je vais faire ça. Je m'excuse. Pas de problème. Ça valait la peine de se préparer, hein? Tout à fait. Alors voilà. Tac. OK. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? J'ai pas de partage jusqu'à date. Excusez-moi, ça ici, partager. Ah, partager, voilà. Ben, c'est bon. Là, on est sur le menu du jour. Merci. Ouais. OK. Alors, voici ce qui est prévu. Quelques éléments de contexte pour commencer. Contexte mondial et local à propos de la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que la carboneutralité? Ensuite, quelques instruments essentiels, je pense, pour la lutte au changement climatique, dont la comptabilisation du secteur des terres, notamment dans l'inventaire gaz à effet de serre du Québec, parce que c'est déjà fait au Canada.
on va aller voir pour le Québec, lien entre inventaire de gaz à effet de serre et initiative pour accroître la séquestration du carbone. Donc, quelques liens, évidemment, et quelques idées. Comment inciter, accélérer les initiatives de séquestration du carbone? Parce que c'est ce dont il est question dans le secteur d'État, n'est-ce pas, d'activer cette capacité de séquestration de carbone, donc à travers notamment les crédits compensatoires. C'est pas exclusif, je me permets d'en parler parce que c'est quelque chose qui existe déjà, mais on verra s'il y a peut-être d'autres options. Donc, qu'est-ce que c'est que les crédits compensatoires et quel lien on peut faire entre les crédits ou peut-être d'autres leviers et les inventaires de gaz à effet de serre. Je vais glisser vers les produits du bois parce qu'ils ont un rôle à jouer. Donc, comment lier les produits du bois à la lutte au changement climatique, notamment en lien aux inventaires gaz à effet de serre. Alors, pour terminer, est-ce qu'on y va et on y va pas? Et là, vous voyez déjà un élément de conclusion, ça dépend de ta posture. Donc, allons voir. Donc, évidemment, comme contexte général, là, je ne vais pas tracer toute l'histoire autour des changements climatiques qui sont bien en cours déjà et qui nous forcent donc à mieux gérer notre budget carbone qu'on appelle. Donc, cette capacité qu'on a finalement d'utiliser le peu de marge de manœuvre que nous avons devant nous en termes de gaz à effet de serre pour pouvoir limiter le réchauffement. Donc, le budget carbone, vous voyez à l'écran, dépend du réchauffement qu'on veut se permettre. Espérons un réchauffement maximum de 1,5 degrés Celsius, sinon 2 degrés Celsius. Et vous voyez, pour chacun de ces possibilités de réchauffement, nous avons un budget résiduel qui varie. Et ce budget varie en fonction évidemment de notre niveau d'émission, mais aussi notre capacité d'absorption. Donc, plus qu'on va absorber, moins finalement qu'on va se trouver à utiliser notre budget net de carbone. Donc, ce budget carbone est intégré dans la lutte au changement climatique à l'échelle mondiale, auquel les pays sont convoqués. Et nous avons chaque année la mise à jour. Donc, celle-ci a été faite récemment par le Emissions Gap Report par les Nations Unies, en vue justement de la conférence des parties qui commence maintenant d'ailleurs, qui nous permet de suivre notre budget de carbone, mais exprimé à travers des trajectoires de réchauffement. Donc, plus nous souhaitons un réchauffement minimal, c'est-à-dire 1,5 degré Celsius, plus nous allons avoir donc des efforts importants à faire. Et ce que fait le Emissions Gap Report, c'est de nous dire là où nous en sommes par rapport aux annonces que nous avons faites, les pays, les annonces qu'ils ont faites en termes de lutte au changement climatique vis-à-vis ces trajectoires. Donc, la gestion de notre budget de carbone. Ce que nous pouvons voir à l'écran, c'est les trajectoires donc mises à jour, où est-ce qu'on voit si on se fie aux politiques actuelles. Est-ce qu'on voit lorsque je pointe avec ma flèche, est-ce qu'on la voit lorsque je l'anime? Comme ça, OK, parfait. Donc, merci, Raed. Si on se fie aux politiques actuelles, nous sommes vers une trajectoire de réchauffement de 3 degrés Celsius qui n'est tout à fait pas souhaitable. Si on met en œuvre l'ensemble des annonces faites par les pays, qui ont été mises à jour juste récemment, nous allons plus vers un réchauffement de 2,5 à 2,9 degrés Celsius, qui est encore trop, évidemment, parce que nous souhaitons un réchauffement qui limite à 2 degrés, idéalement 1,5. Si nous y allons pour un réchauffement de 2 degrés, bien, la trajectoire nous invite à réduire de 25 de nos émissions par rapport à 2015 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité en 2070, alors que pour le réchauffement de 1,5 degré, c'est 60 de réduction d'émissions d'ici 2030, donc la commande est immense, et la carboneutralité d'ici 2050. Vous remarquerez ici ce qui est important par rapport à la présentation, c'est cette histoire de carboneutralité, c'est-à-dire pour y arriver, il faudra augmenter les absorptions et de manière importante. Sans augmentation des absorptions, nous ne pourrons pas atteindre cette carboneutralité. Qu'on appelle le net zero en anglais, c'est un petit peu plus évident, donc le fait d'arriver au net à zéro émission, considérant les émissions et les absorptions. Donc, l'autre façon de l'exprimer, c'est à travers cette figure là où on voit le puits de carbone et les émissions mises ensemble. Donc, vous avez à gauche les émissions liées aux utilisations de combustibles fossiles, les émissions industrielles, d'une part, et les émissions de déforestation, surtout, d'autre part. Et d'un côté, et de l'autre côté, les absorptions. Les absorptions qui font en sorte que nous avons à peu près 45 de ce que nous émettons qui se retrouve effectivement dans l'atmosphère. Le reste, environ 55 est retenu par les puits de carbone terrestres et océaniques. Et donc, cette lutte au changement climatique, c'est quoi? C'est de réduire les émissions dans tous les secteurs, évidemment, d'une part, mais en même temps, d'augmenter les puits de carbone, notamment dans le grand secteur des terres.
C'est la commande qui est devant nous. L'autre façon de l'exprimer, là, je me permets d'aller dans un niveau de détail plus important pour pouvoir voir certains éléments très importants, constitutifs de cette lutte au changement climatique. Donc, vous avez ici la fameuse baignoire là, qui représente l'ensemble de nos émissions depuis 1750, avec le niveau supérieur qui correspond à environ l'ensemble du budget carbone que nous avons devant nous, dont je vous parlais tantôt, 3000 gigatonnes. Qui est nourri, donc l'augmentation, donc le remplissage de la baignoire par nos émissions. Donc le robinet, c'est les émissions actuellement autour de 500 gigatonnes par année. Ce à quoi on est convié, c'est évidemment de réduire ça ici, mais aussi d'activer les puits, parce que les puits sont comme finalement un drain, en faisant en sorte que la baignoire se remplit moins vite parce qu'il y a une portion qui se retrouve dans les océans, de l'ordre de 19 de ce que nous émettons, tous les gaz à effet de serre compris, et 21 grâce aux forêts, notamment le secteur des forêts. Ce à quoi on est convié, donc, c'est, oui, réduire les émissions, mais augmenter les absorptions. Donc, gérer les réservoirs en lien avec les forêts, de manière à ce que, non pas que ce soit environ 11 gigatonnes présentement, le bonhomme allant dans les dernières années, on est autour du 11 gigatonnes que nous absorbons, donc 21 mais qu'on pourrait même doubler. Vous allez voir tantôt que ce doublage-là est tout à fait envisageable selon les projections du GIEC. Doubler les absorptions d'ici 2050, encore mieux, donc d'ici 2050, sinon 2100, en faisant les actions que vous voyez là. Donc, qui permet de gérer le réservoir des forêts, finalement, en augmentant les superficies, la densité en carbone et les stocks de carbone. Évidemment, ces réservoirs-là aussi, il faut le gérer. C'est un réservoir qui comprend aussi une forme de drain. Notamment en lien avec les pertes, mais aussi les exportations vers un autre réservoir en lien avec le secteur des terres, celui des produits du bois. Donc, celui-ci aussi peut augmenter en proportion sur les territoires par l'utilisation qu'on fait des produits, donc les produits bioénergie, mais également, évidemment, les produits de longue durée de vie dans le secteur des bâtiments pour venir doubler et faire en sorte qu'on ait moins recours de cette façon aux produits intenses en émissions que sont le béton, l'acier et les combustibles fossiles. De cette manière, nous avons une action en même temps sur le fameux robinet de départ. Donc, c'est cette lutte au changement climatique auquel on est convié, qui comprend à la fois réduction des émissions et augmentation des absorptions, grâce au secteur des terres, qui est le premier secteur mis à contribution. Quand on parle des actions, excusez-moi, qu'on voyait dans la flèche noire en bas, c'est simplement une reprise de ce qui était déjà conseillé en 2007 dans la première version du groupe de travail 3 qui mettait de l'avant d'une manière explicite et très importante la lutte au changement climatique par le secteur des terres, donc 2007, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, avec 4 types d'actions possibles. Pour résumer, augmenter et maintenir les superficies forestières, donc faire les deux, hein, augmenter d'une part, mais maintenir celles qui existent déjà, augmenter et maintenir la densité en carbone à travers les travaux sylvicoles dans les territoires aménagés. Troisièmement, augmenter et maintenir les stocks de carbone, donc grâce à l'aménagement forestier, ça touche notamment à faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions liées aux perturbations naturelles, mais aussi gérer le territoire de manière spatiale et temporelle en même temps. C'est bien la définition de l'aménagement dont je viens de vous faire part. Et autre rayon d'action, donc le quatrième, augmenter les produits du bois et la substitution, tout ça rendu possible grâce aux 3 autres actions précédentes. D'accord? Ça, c'est en gros ce qu'on peut faire pour faire cette lutte au changement climatique. Et là, il y a une panoplie de possibilités. Je vais y revenir à ce graphique-là plus tard. Ici, nous avons donc dans le dernier rapport du GIEC, groupe de travail 3, le chapitre sur le grand secteur des terres. Donc, cette portion-là du secteur des terres qu'on appelle AFOLU, qui nous permet d'avoir des actions notamment dans les superficies forestières. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous voyez ici les potentiels d'atténuation supplémentaires, donc en gigatonnes exprimés ici, pour 3 grands rayons d'action, si je veux résumer ici, qui reprend en gros ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc augmenter les superficies et les maintenir, augmenter la densité en carbone. Notamment, vous voyez donc ces 3 grands rayons d'action-là qui, ensemble, totalisent à peu près le 11 gigatonnes, là, avec les autres actions un peu plus minoritaires, 11 gigatonnes d'absorption supplémentaire. Donc, déforestation, lutter contre la déforestation, augmenter le boisement-reboisement et améliorer l'aménagement forestier. Donc, ça, c'est ce à quoi on est convié à l'échelle internationale.
l'accord de Paris reprend finalement ces possibilités-là à travers un article plus précis, l'article 5.1, qui nous invite à renforcer les puits, les réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts. Donc, c'est tout à fait ce à quoi on est convié en termes de pays. Et chaque pays doit se retourner puis mettre en œuvre donc des plans d'action qui permettent d'arriver à faire ça. Donc, au Canada, là, on n'ira pas les détails, là, nous avons donc mis en place quelque chose qui est quand même assez sérieux, qui est cohérent aussi avec les trajectoires qui nous mènent à la carboneutralité éventuellement, mais certainement aussi donc, de réduire de manière importante d'ici 2030. Comme vous pouvez voir, 40 à 45 d'ici 2030. Comment qu'on fait ça? C'est avec notamment le fameux plan de réduction des émissions pour 2030. Je vais reprendre tantôt les éléments principaux là-dedans. Mais autre élément important, c'est la tarification carbone, qui reste un levier super important que nous avons mis que nous essayons de mettre en œuvre au Canada. Très important, mais aussi un tout nouveau système de crédit compensatoire qui va venir appuyer les efforts faits par les organismes qui sont visés par les réductions. Le Québec joue un peu le rôle d'une nation soumise à la Convention cadre, même s'il n'a pas à le faire, mais ce qui est quand même une bonne chose, c'est-à-dire qu'on a effectivement également une politique et puis un plan de mise en œuvre, une réduction un peu plus modeste, mais qui est quand même assez significative, qui vise notamment l'atteinte de presque la carboneutralité d'ici 2050. Fait que les objectifs, ça va, ce qui va moins bien, c'est le plan de mise en œuvre, mais on en a un quand même. Nous avons comme levier principal le fameux système de plafonnement et d'échange qui existe depuis 2013 et qui est un levier important. Donc, du côté canadien, les cibles de réduction dont je vous parlais nous permettent de voir qu'on attend des réductions importantes dans tous les secteurs d'activité. Mais regardez le secteur des terres, affectation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, donc quel secteur forestier est très important. On parle ici de contributions très importantes pour arriver à réduire de 296. On a plus de 10 là, qui est dû au secteur des terres d'ici 2030, et de manière encore plus importante à plus long terme. Donc, c'est très important cet effort-là. Alors, du côté Québec, nous avons des secteurs principaux qui sont visés pour l'instant, avec des réductions qui sont chiffrées et aussi des argents qui sont prévus. Donc, c'est la même chose côté canadien, donc des subventions qui viennent avec ça. Mais il n'y a rien de chiffré pour le secteur des terres. La raison étant simple, c'est qu'on n'a pas de secteur des terres encore couvert par notre inventaire au Québec. Donc, nous avons ce SPE-DE au Québec là, qui fonctionne déjà, qui nous permet donc de mettre à contribution à peu près 85 des émissions sont couvertes, des émissions du Québec sont couvertes par le SPDE du Québec. Donc, c'est très bien pour faire en sorte que nous puissions arriver à réduire dans l'ensemble des secteurs. On a aussi un système de tarification qui est lié au marché, donc qui varie d'une année à l'autre. Donc, vous voyez le prix là, récent ici, la tonne de CO2 autour de 37 la tonne. Et ce même SPADE est aussi assorti d'un système de crédit compensatoire, donc avec 6 protocoles qui existent présentement. Et un des protocoles qui vient tout juste là, de prendre effet depuis l'an passé, la séquestration du carbone, donc dans le secteur des terres, par le boisement et le reboisement, sur les terres privées en particulier. Donc, on verra comment va fonctionner ce protocole-là. Pour l'instant, évidemment, c'est très modeste. Nous verrons tantôt qu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus touchés par les protocoles de crédits compensatoires. Je vous en parle des crédits compensatoires parce que c'est un instrument qui existe, qui est nommé aussi, notamment dans le GIEC, donc encore une fois, le groupe de travail 3, qui s'intéresse à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, qui nous donne d'une part la définition de la carboneutralité, vous voyez la situation des émissions de CO2 ou de GES d'origine anthropique d'une entité, qui sont annulées par une quantité équivalente d'absorption de gaz à effet de serre. Puis là, on mentionne ici qu'on peut arriver à cette carboneutralité notamment, donc ça peut comprendre ces efforts-là d'atteindre la carboneutralité par l'utilisation de crédits carbone compensatoires. C'est pour ça que je vous permets d'en parler aussi aujourd'hui. Et c'est très important aussi, toujours comme élément de contexte là, incontournable, c'est de bien voir deux éléments importants ici de comptabilisation des gaz à effet de serre. Deux façons de le faire. Une première façon, c'est toute la façon de comptabiliser pour nourrir un inventaire gaz à effet de serre. Donc, l'inventaire canadien ou québécois. Donc, secteur par secteur, on a les émissions de chacun des secteurs.
Et l'autre grande façon de comptabiliser, c'est à travers ce qu'on appelle la comptabilisation sous la forme empreinte carbone, qui permet aussi de faire la comptabilisation d'un projet gaz à effet de serre. Fait que vous allez voir les différences. Donc, inventaire gaz à effet de serre, c'est des émissions directes par source d'émissions. Et ça comprend un périmètre géographique des émissions qui est défini. Donc, c'est très bien cadré pour l'inventaire canadien que ce sont des émissions qui ont lieu sur le territoire. Comme ça, on ne vient pas se mêler des inventaires des autres pays, on se concentre sur les émissions de notre pays. Alors qu'en empreinte carbone, donc un projet gaz à effet de serre, c'est l'ensemble des émissions sur tout le cycle de vie. Vous voyez, c'est complètement différent. Voici, on ramasse l'ensemble des émissions qui peuvent provenir de d'autres juridictions que celles où on veut appliquer un projet gaz à effet de serre, donc les crédits carbone en particulier. Donc, périmètre géographique des émissions est variable, du type berceau au tambour, comme on peut voir ici sur la figure, et donc, qui nous permet aussi de créer des crédits carbone compensatoires. Parce que les crédits carbone compensatoires sont des projets gaz à effet de serre qui utilisent une approche empreinte carbone pour comptabiliser l'ensemble des sources, puits et réservoirs. Donc, ça permet aussi de cette manière-là, en créant des projets gaz à effet de serre, de valoriser les absorptions de gaz à effet de serre, que tu aies ou pas un secteur des terres qui est nommé dans la juridiction où que tu te trouves. Donc, dans le cas du système de plafonnement et d'échange du Québec, nous avons donc les grands secteurs qui sont couverts par l'inventaire, qui est mis à jour annuellement, et qui nous permet aussi de convier donc les grands secteurs qui sont nommés ici, les principaux, œuvrer dans un marché du carbone qui fait en sorte qu'on pousse comme ça, on incite les réductions à être faites dans chacun des entités qui sont couvertes par le règlement et d'échanger entre eux, donc, des efforts qui sont faits par certains pour aider d'autres à respecter leur plafonnement. Ce qui est important de comprendre ici, parce que je veux pas aller dans le détail, évidemment, là, de la façon que ça fonctionne, mais c'est qu'il y a deux colonnes de comptabilisation ici qui cohabitent. Il y a celle de l'inventaire gaz à effet de serre que chaque entreprise doit faire. Et cet inventaire-là va se refléter ensuite dans l'inventaire national. Et d'une part, et d'autre part, vous avez les droits d'émission. Les droits d'émission, c'est ce qui nous permet de respecter le plafonnement, ce qui nous permet aussi donc de se conformer au règlement. Donc là, il y a plusieurs options de conformité qui existent, qui nous permettent donc de remplir notre comptabilisation donc des droits d'émission entreprise par entreprise. Donc, des crédits de production active, etc., des unités d'émission qui sont allouées gratuitement aussi par l'État et évidemment les crédits compensatoires qui peuvent être mobilisés pour arriver à respecter un plafonnement. Donc, ce qui est important de voir aussi, c'est que les crédits compensatoires sont un des instruments, donc, des options de conformité qui permet donc, dans le marché du carbone, aux entreprises de respecter leur plafond, encore une fois, mais à hauteur maximale de 8 de leurs émissions. C'est plafonné, donc ça peut couvrir une partie des émissions, mais pas totalement. Mais encore une fois, l'élément important ici, c'est qu'il n'y a pas de lien comptable direct entre les droits d'émission, donc la colonne de droite ici, et les inventaires gaz à effet de serre d'une juridiction qui se reflètent dans l'inventaire québécois par la suite. Donc, le lien n'est pas direct, c'est deux comptabilités indépendantes. Donc, quels sont les instruments essentiels que je vous propose pour cette lutte au changement climatique? Notamment, le fait qu'il faut avoir un secteur des terres. Donc, vous voyez là, l'ensemble des secteurs dans l'inventaire québécois ne comprend pas de secteur des terres forestières notamment, qui permettraient de voir quel est le niveau d'absorption. Pour l'instant, on ne voit pas les absorptions qui sont faites au Québec à travers les études évidemment scientifiques. Donc, il faudrait un secteur des terres pour qu'on puisse voir en temps réel là où nous en sommes dans le secteur forestier. On est capable de le faire par ailleurs parce qu'on se dote de plus en plus de grandes capacités, notamment, je pense, au forestier en chef, bureau forestier en chef, qui a une grande capacité de calcul de manière générale dans le secteur forestier, mais maintenant de plus en plus autour du carbone. Fait que la capacité de le faire, elle est tout à fait présente. Puis la méthodologie aussi. La méthodologie existe de comptabilisation, donc des flux, dans l'ensemble des flux de gaz à effet de serre dans le secteur des terres, parce que le Canada le fait. Le fait vis-à-vis de la Convention de cadre des Nations unies sur les changements climatiques, où est-ce qu'on doit faire une déclaration pour chacun des secteurs d'émissions que vous voyez ici à l'écran, mais aussi le fameux secteur des terres. Donc, ATC-ATF que vous voyez ici. Donc, il est bien nommé, il est présent dans l'inventaire canadien. Je vais y revenir tout à l'heure. La méthodologie comprend la prise en compte des perturbations naturelles.
Donc, la façon que c'est comptabilisé dans des inventaires gaz à effet de serre qui sont liés à la Convention cadre des Nations Unies, changement climatique, c'est une approche qui fait en sorte que tout ce qui est d'origine naturelle, ce ne sont pas des émissions qui sont comptabilisables dans le secteur d'activité forestier, parce que, évidemment, ce n'est pas des émissions anthropiques directes. Donc, on est capable d'avoir une méthodologie qui enlève les émissions qui sont liées donc aux perturbations comme telles, pour comme ça on puisse se concentrer sur ce qui se fait sur le territoire forestier par nos activités donc d'origine anthropique. Donc, on s'attend à ce que, on le sait, hein, par exemple, pour les superficies brûlées, ben, qu'il y ait une augmentation des superficies. Donc, l'importance que vont prendre les perturbations naturelles dans le futur va être de plus en plus grande. Donc, c'est important qu'on ait cette méthodologie qui permette de faire abstraction des perturbations naturelles pour se concentrer sur les superficies après perturbation et comme ça, le mieux refléter ce qu'on fait comme activité dans notre inventaire en effet de serre. Bon, on le sait bien hein, que c'est d'autant important qu'on sache manœuvrer, qu'on sache gérer la question des émissions liées aux perturbations naturelles parce que ça risque d'augmenter. Puis on a une très bonne idée en 2023 avec les émissions donc qui sont venues complètement dépasser tout le niveau d'émissions qu'on a pu voir donc depuis qu'on comptabilise les gaz à effet de serre au Québec, au Canada, un peu partout. Donc c'est important de pouvoir composer avec cette réalité. Donc, je reviens sur l'inventaire canadien. Bien, vous voyez combien ça fluctue d'une année à l'autre. Avec certaines années, vous voyez là, donc le secteur des terres qui a permis d'absorber plus de 10 les émissions. Donc, par exemple, les années 90, au début des années 90, plus de 10 que de ce qu'on émettait était finalement absorbé, si on peut dire, par le secteur des terres. Mais ça, sans effort particulier pour accroître les absorptions, juste l'aménagement forestier durable qu'on fait depuis longtemps. Donc, vous comprendrez d'emblée ici qu'une des grandes missions que nous avons, c'est de faire en sorte que cette bande-là négative, là, qui correspond des absorptions, augmente d'une manière importante. Parce que, je vous rappelle encore cette réalité-là, que nous sommes dans un plan de réduction des émissions qui vise une contribution significative du secteur des terres à cette lutte au changement climatique. Là, ici, c'est à court terme, mais encore plus à long terme. Comment y arriver? Comment inciter les initiatives de séquestration du carbone pour faire en sorte qu'on puisse faire en sorte, encore une fois, que ces absorptions-là augmentent et que le secteur des terres contribue davantage que ce qu'il ne fait présentement sans effort particulier. Puis là, encore une fois, la philosophie des crédits carbone compensatoires est un instrument, je pense, qui peut être mobilisé de manière encore plus importante, mais peut-être aussi d'autres façons. En passant, là, je ne suis pas du tout fermé aux autres leviers qui peuvent être mis en œuvre, mais vous allez voir pourquoi les crédits compensatoires restent encore une bonne idée, je pense. Donc, on s'est posé la question comment inciter, là, dans le groupe de travail Forêt et Changement climatique. On a produit un rapport en 2019 avec mes collègues de l'Université Laval notamment, puis aussi, excusez-moi, Innovation Canada, j'ai oublié le terme, je m'excuse, l'acronyme, et qui nous permet donc de cibler certains types d'actions que nous pouvons mettre en œuvre pour intensifier l'aménagement, développer la bioénergie, conjuguer les deux et faire en sorte qu'on fasse des leviers importants, notamment bon, à travers certains bois sans-preneurs et autres leviers là, qui nous feraient en sorte qu'on augmenterait notre capacité. Donc, je vous invite à aller voir ce rapport-là si jamais ça vous intéresse. Là. C'est un point de départ, en fait, pour FP Innovation. Merci, Lucas, je viens de voir ton message. C'était un blanc de mémoire un peu bizarre. FP Innovation, qui était aussi partenaire donc, de ce travail-là. Et donc, oui, c'est le point de départ de toute une série d'études dans lesquelles on est plusieurs chercheurs au Québec impliqués, et ailleurs aussi au Québec, pour mettre en œuvre ou étudier, regarder ces potentialités-là, où donc certaines sont mises en rouge ici à l'écran. Je vais y revenir plus en détail. Donc, un des leviers pour y arriver, encore une fois, c'est le marché du carbone réglementaire. Il y en a partout sur la Terre. Ici, au Québec, on est dans le WCI que vous pouvez voir là, qui est, je pense, un instrument très intéressant. Puis il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui grandissent de plus en plus, qui sont aussi avec une logique de tarification carbone, évidemment, qui est intrinsèque à la question des marchés réglementaires, donc les systèmes de plafonnement et d'échange un peu partout sur la Terre, notamment au Canada et au Québec. Parallèlement, il y a le marché volontaire du carbone, c'est un marché mondial. C'est un marché qui est essentiellement basé sur des crédits carbone compensatoires, donc qui tient quand même
un flux de réduction d'émissions ou d'augmentation d'absorption important sur la Terre, avec beaucoup de flux monétaires aussi. Donc, c'est un peu ça aussi l'idée des crédits carbone compensatoires. C'est à travers la volonté d'atteindre la carboneutralité, en tout cas, ou de réduire les émissions, de compenser une partie de nos émissions, idéalement d'atteindre la carboneutralité, bien, de générer une activité économique qui n'aurait pas été possible autrement. Donc, c'est d'où le concept d'additionnalité qui est très important. Fait que ça a été là en place, le marché volontaire, avant que le marché réglementaire puisse être sérieusement mis en œuvre. Et ça nous a donné beaucoup de capacité de comptabiliser donc des projets gaz à effet de serre, ce dont je vous parlais tantôt, donc la philosophie d'empreinte carbone. Donc, il y a beaucoup de rigueur, de plus en plus de rigueur qui est mis dans le marché à travers des protocoles, dans les standards reconnus, puis le mécanisme de développement propre des protocoles de Kyoto notamment. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle activité qui augmente les absorptions ou diminue les émissions, là où est-ce que les systèmes de plafonnement et d'échange ne permettent pas de le faire. Donc, tout ça est donc lié à une méthodologie là, qui est bien connue, notamment ISO 14064-3, -2 et 3, qui nous permet de mettre en œuvre des projets gaz à effet de serre. Donc, toute une série d'étapes qui sont excusez-moi, compris dans des standards et également dans les marchés réglementaires. Donc, vous voyez le SPE du Québec, tout comme les standards reconnus de crédit compensatoire sur le marché volontaire. Donc, les deux volontaires et réglementaires utilisent plus ou moins cette grande méthodologie-là du début à la fin qui permet de créer un projet gaz à effet de serre. Et juste que vous sachiez, je passe un cours complet ici dans un de nos programmes ici sur l'aide au changement climatique, juste pour aller dans le détail de ce que ça comprend. Donc, il y a énormément d'éléments et d'étapes là pour savoir monter un projet gaz à effet de serre et générer des crédits carbone compensatoires. Donc, c'est loin d'être simple, puis il y a beaucoup de rigueur possible à travers cette méthodologie-là. Donc, au Québec, on a un registre de crédits compensatoires qui existe et qui permettent de valoriser certains efforts. Donc, encore une fois, qui permettent de couvrir jusqu'à 8 des émissions, des efforts faits dans certains secteurs qui ne sont pas couverts par le règlement, qui ne sont pas couverts par aucun plafonnement. Donc, vous voyez notamment donc les fameux gaz SACO ou encore les émissions qui sont liées au site d'enfouissement, qui nous permet au Québec d'avoir, on voyait un volume, là, ça c'était en février dernier, je pense, de 1,3 million de tonnes qui ont été couverts par des crédits compensatoires. On y est à la Californie, vous savez, dans le SPE2 du Québec, la Californie génère aussi des crédits compensatoires qui peuvent être achetés par les Californiens comme pour les Québécois, les entreprises donc réglementées. Mais dans le cas de la Californie, ils ont généré énormément plus de crédits compensatoires. On parle ici de 250 millions de tonnes. Donc, c'est aucune comparaison avec ce qu'on offre ici au Québec, de sorte qu'on a une portion importante de nos entreprises québécoises réglementées qui doivent se tourner vers les crédits carbone californiens, qui sont d'autant plus contrastants là, comme situation que c'est surtout des crédits carbone forestiers californiens qui sont achetés donc par nos entreprises québécoises. Vous voyez un flux monétaire important vers la Californie parce qu'eux fournissent beaucoup de crédits que des entreprises d'ici doivent acheter. On a quand même nos crédits à nous ici qui sont relativement importants, qui fonctionnent bien, mais qui couvrent très peu la demande finalement. Donc, la carboneutralité sans effort fait dans tous les secteurs pour faire en sorte que nous absorbions de plus en plus, nous diminuions de plus en plus nos émissions. Outre ce que fait les systèmes de plafonnement et d'échange, c'est important. Donc, on ne pourra pas atteindre la carboneutralité, je pense, sans faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui correspond à la compensation. Donc, et ça aussi parce que, ben, effectivement, dans l'ensemble des marchés réglementés, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas couverts par le système de plafonnement et ça laisse beaucoup de personnes qui ne peuvent pas contribuer s'ils n'ont pas le levier des crédits compensatoires. Donc, c'est là que le marché volontaire de carbone devient une solution de choix, notamment pour les acteurs dans les villes elles-mêmes, qui ne sont pas réglementées comme telles, mais qui pourraient contribuer donc en mettant des idées de compensation, donc des possibilités de compensation sur leur territoire. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des entreprises qui se tournent maintenant massivement vers les crédits compensatoires. Parce que oui, la carboneutralité est sur toutes les lèvres. Donc, on a des objectifs de carboneutralité maintenant qui se sont multipliés partout sur la Terre, qui touchent
parfois les villes, mais aussi les grandes corporations. Fait que vous avez maintenant des objectifs d'atteinte de carboneutralité par les Amazon, Apple, Google, Hydro-Québec, Rio Tinto de ce monde, partout, avec parfois des cibles qui visent 2030 ou sinon 2050. Puis certains de ces joueurs misent sur l'achat massif de crédits compensatoires sur le marché volontaire. Fait que, par exemple, vous avez ici Rio Tinto, là, on ne lira pas ici en détail, vous avez un lien qui permet d'aller voir le rapport. Rio Tinto qui a un plan de réduction d'émissions qui est sérieux, mais qui accompagne ça d'un plan d'absorption par des crédits compensatoires sur le marché volontaire. Donc, ce que fait les Rio Tinto de ce monde, c'est qu'ils vont se conformer au règlement qu'on leur impose. Ici, sur le territoire, Rio Tinto, c'est un grand émetteur qui est effectivement lié à des obligations de réduction, donc il est réglementé. Il respecte ces obligations-là. Il va même acheter certains crédits compensatoires dans le système, mais il va aller plus loin que ça parce qu'il vise la carboneutralité. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'ils vont sur le marché volontaire pour pouvoir plus rapidement arriver à leurs objectifs de carboneutralité par des efforts rendus possibles sur le marché volontaire en achetant des crédits, puis notamment des crédits du secteur des terres, donc ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Donc, dans le cas des Rio Tinto, c'est beaucoup de crédits sont achetés, puis les autres aussi, là, de plus en plus, on voit cette réalité-là. Fait que les crédits compensatoires sur le marché volontaire, ils sont actifs présentement, ils sont présents, ils sont importants et de plus en plus. Donc, on peut penser qu'ils vont prendre de l'importance. C'est ainsi que le marché volontaire du carbone devient un levier permettant l'atteinte de carboneutralité, je l'ai déjà dit. Et puis là, plein de questions se posent. Comment faire en sorte que ces crédits compensatoires du marché volontaire puissent être mis en œuvre, même lorsqu'on nous sommes dans une logique de crédits compensatoires ou pas, dans un marché réglementé? Donc, comment faire cohabiter avec les deux? Évidemment, je pense que ça passe par nécessairement avoir un secteur des terres qui est nommé d'abord et avant tout. Donc, comme ça, on va pouvoir voir que tous ces types d'efforts vont se refléter dans l'inventaire. Bon, évidemment, les crédits compensatoires ont mauvaise presse. Il y a beaucoup maintenant de vigilance. C'est très bien d'ailleurs, soit par le secteur public, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont relevé des incohérences. C'est très bien pour mettre de la rigueur, puis faire en sorte que les standards se réveillent et puis offrent de plus en plus de rigueur. Et aussi, bien évidemment, des études scientifiques aussi qui ont révélé que certaines approches de comptabilisation dans les méthodologies utilisées par les standards génèrent des distorsions, génèrent des effets qui ne sont pas souhaitables, qui manquent de prudence et qui font en sorte qu'on vienne un peu souffler la capacité de ces crédits-là. Donc là, c'est important que les standards réagissent. Ils sont en train de le faire d'ailleurs. Et je vous dirais aussi d'emblée qu'il y a un type de crédit qui fait particulièrement polémique, c'est ceux qui touchent la réduction des émissions. Donc, ce qu'on appelle pas la réduction des émissions, mais les émissions évitées. Parce que le scénario de référence est tellement important. Si tu as un scénario de référence qui est mal comptabilisé, tu peux créer des effets pervers un peu, ou en tout cas souffler l'effet de tes crédits compensatoires. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de rigueur qui s'ajoute ici et générer des crédits qui sont autres que des crédits basés sur des émissions évitées. Et d'ailleurs, Rio Tinto, dont je vous parlais tantôt, n'achète que des crédits qui sont liés sur des absorptions nettes et non pas des émissions évitées. Donc, encore une fois, pour moi, la grande question, c'est comment faire cohabiter les marchés réglementaires et volontaires. Et effectivement, faire en sorte que ça puisse fonctionner et dépasser simplement le 8 par exemple, qui est permis là, sur le marché volontaire. Et comment faire? Donc, c'est à travers des projets conjoints, c'est-à-dire des projets qui vont à la fois faire en sorte qu'on augmente les absorptions d'une part, mais aussi qu'on diminue les émissions, puis là, faire en sorte que ça cohabite pour mener des projets gaz à effet de serre à l'échelle de territoires cohérents ou conjoints qui vont faire les deux en même temps pour toujours avoir des projets qui sont en absorption nette positive. Donc, parce que la réalité est celle-ci, c'est que dans ce que je vous ai montré tantôt, vous avez deux types d'impact. Donc, des absorptions qui augmentent d'une part, mais des émissions qui réduisent d'autre part. Donc, c'est les deux cohabitent, peuvent exister avec des effets, évidemment, qui vont changer aussi, c'est-à-dire des effets à long terme pour, par exemple, des plantations. Qui vont séquestrer peu au début, beaucoup plus par la suite, et aussi des émissions évitées qui agissent tout de suite, qui font en sorte donc que c'est dès le début, dès que tu mets en œuvre un projet de réduction d'émissions, que ça a un effet. Donc les deux cohabitent, c'est important de les faire cohabiter tant qu'à moi. Je vous donne un exemple ici, on avait des projets
publié notamment cette publication-là, ce qu'on voyait qu'il y avait une période d'émission au début liée à une plantation sur un territoire dénudé. Donc, des plantations comme ça qui sont liées notamment aux émissions de scarifiage. Donc, derrière, on est allé voir comment on peut essayer de corriger. D'abord, bien le comptabiliser, puis ensuite pouvoir le corriger avec une étude là, qui est en révision. Là, on espère publier très, très bientôt. Où est-ce qu'on est allé chercher quel est le niveau d'émissions liées au scarifiage, puis comment c'est compensé ou pas, ou en partie par l'accumulation de carbone par ailleurs dans de la matière organique là, qui reprend dans les sillons de scarifiage, par exemple. Puis on est arrivé donc avec cette manière dynamique à établir à 2 tonnes de carbone par hectare qui reste à couvrir après 18 ans. Donc, je vous ferai remarquer donc par cette méthode-là que vous pouvez voir éventuellement dans la publication. Donc, 2 tonnes carbone à l'hectare, c'est quand même assez facile à couvrir. Donc, à noter que ça prend 3 à 4 années après plantation pour compenser les pertes cumulées attribuables au scarifiage. Donc, c'est quand même une relativement bonne nouvelle, mais il faut quand même il y a un délai quand même qui est là, tu sais, 3-4 années au moins, parce que effectivement, ça pousse au début. Donc, vous voyez ici les absorptions, changements donc de stock au fil du temps dans une plantation selon 3 espèces qu'on peut anticiper en zone boréale notamment. Et évidemment, plus ça va dans le temps, plus que les absorptions sont importantes. Mais au début, il y a un délai et ça prend un certain temps à couvrir les émissions qui sont liées notamment au scarifiage. C'est pour ça, je pense qu'il faut lier ces efforts-là, notamment par les augmentations des plantations, avec des efforts qui font en sorte qu'on maintient des puits de carbone au-delà du cours normal des affaires. Vous voyez, par exemple, la fameuse CPRS que nous faisons, qui enlève la majorité des puits de carbone importants qui étaient là, donc les arbres matures. Pourquoi pas multiplier les opportunités en lien avec la CPPTM, par exemple, Coupe avec protection de petites tiges marchandes, qui fait en sorte qu'il y a davantage d'arbres qui sont laissés sur le territoire après la coupe. Et donc, on maintient un puits de carbone, ce qui correspond au rayon d'action, augmentation de la densité en carbone. Maintenant, pour les produits du bois, ils sont importants aussi. Vous allez voir comment. Donc, évidemment, tous les réservoirs sont comptabilisables dans une forêt, mais également réservoirs qui sont liés aux produits du bois, donc la matière que nous exportons, qui est un réservoir en bonne et due forme, qui est comptabilisable également. Donc, c'est important de savoir qu'il y a du carbone qui peut être séquestré à long terme dans les bâtiments ou encore lorsqu'on l'utilise dans la bioénergie qui vient substituer des combustibles fossiles. Donc, juste quelques mots rapides là, en lien avec qu'est-ce qui arrive sur un territoire qui est récolté, donc qui génère des produits du bois. Bien évidemment, il y a une chute de carbone au début. Donc, vous voyez qu'à peu près près de la moitié du carbone récolté est transféré dans les produits du bois, le reste sous forme de résidus de coupe. Donc, d'où les émissions initiales après une récolte, mais il y a quand même près de la moitié qui se retrouve dans les produits du bois. Fait que ce qu'on fait avec ces produits-là est très important. Donc, évidemment, ce qui est laissé sur les sites est décomposé, en partie. Donc, on avait bien ciblé augmentation de la proportion de produits de longue durée. Donc, jouer sur ce qu'on appelle sur le panier de produits, faire en sorte que la proportion actuelle qui comprend certaines quantités de produits de courte durée de vie soit portée maintenant davantage vers des produits de longue durée de vie pour avoir un impact sur les inventaires gaz à effet de serre. Donc, pourquoi? C'est que vous avez cette réalité des courtes durées de vie ici, notamment en lien avec les pâtes et papiers et autres produits ligneux récoltés là, qui sont de courte durée de vie et qui correspondent à, vous voyez, le 3/4 des émissions liées aux produits ligneux. Donc, dans l'inventaire gaz à effet de serre canadien, les produits ligneux récoltés sont comptabilisés et donc une portion de ce qui se passe dans le secteur qui est lié aux émissions liées aux produits, donc dans les sites d'enfouissement ou qu'on brûle ou qui se retrouvent dans les bâtiments. Vous voyez ici le bois massif, des durées de vie beaucoup plus longues et donc faire en sorte que ça correspond beaucoup moins aux émissions liées au secteur des terres. On le voit ici, là, le secteur des terres, le tableau 6 là, dans l'inventaire canadien. On ne regardera pas les détails, juste remarquer les grands flux qui sont liés aux terres forestières. C'est des flux d'absorption que vous voyez là, évidemment, qui sont très importants. Tout ce que nous faisons sur les terres qui permet d'augmenter les absorptions pourrait faire en sorte qu'on absorbe davantage, évidemment. Donc, vous voyez, on a déjà été à 200 millions, là, nous sommes à 130. Là.
exemple. Donc, faire en sorte qu'on absorbe davantage, ça va jouer sur ce flux important-là. Et l'autre flux, c'est celui lié aux produits ligneux récoltés qui se décomposent, qui est émis d'une manière ou de l'autre. Là. Puis parfois, c'est des produits qui sont enfouis depuis très, très longtemps dans les sites d'enfouissement notamment. Et ça, donc, tout ce qu'on fait dans cette ligne-là et va venir contribuer également au résultat net que vous voyez ici, là, absorption nette de 17 millions de tonnes en 2021. Donc, c'est très important ici de gérer les produits du bois de cette manière-là également. Parce que oui, les produits du bois par rapport aux autres produits compétitifs sont beaucoup moins émetteurs, utilisent moins d'énergie et faire en sorte donc que le bâtiment va être beaucoup moins émetteur dans son ensemble une fois qu'il y aura intégré des produits du bois. Oui, j'achève, Raed, peut-être 5 minutes encore. 5, 10 maximum. OK. D'une part. Et, excusez-moi, j'ai comme perdu le contrôle on dirait que ta venue m'a fait en sorte que je ne suis plus capable de jouer sur mes diapos. OK, c'est bon, fiouf, excusez-moi. Donc, oui, parce que les produits du bois sont comptabilisables dans le bâtiment et correspondent à des émissions négatives, donc des absorptions non, par rapport aux autres produits compétitifs dans le secteur des bâtiments. Donc, le bois maintient stocké à long terme le carbone qu'il contient. Donc, ici un exemple, évidemment, tiré de ce qui s'est passé dans mon équipe avec ma collègue Evelyne Tifo, notre étudiante Isabelle Ménard, qui a déposé sa thèse il y a maintenant, je pense, deux ans. Quelques publications liées à ça, notamment où est-ce qu'on a regardé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Isabelle a regardé ce qui se passe lorsqu'on fait le boisement de terrains dénudés en zone boréale, avec ou sans récolte. Et puis là, on peut voir que les valeurs négatives, c'est des absorptions, évidemment. Et à chaque fois qu'on récolte, on perd un peu d'absorption, ou même pas simplement beaucoup d'absorption, mais lorsqu'on tient en compte les matériaux qui sont emmagasinés dans le bâtiment, c'est une contribution quand même à ce que fait une plantation lorsqu'on fait la récolte par la suite. Et d'une part, et d'autre part, vous voyez aussi le displacement qui est là, donc la substitution qui contribue elle aussi. Donc, ça veut donc dire que à chaque fois qu'on construit un bâtiment sur le territoire, si on met du bois dedans, on vient réduire les émissions par rapport aux autres produits. Alors, il y a des nuances par rapport à ça, mais de manière générale, c'est assez consensuel que les produits du bois vont contribuer de cette manière-là. Donc, construire en bois, c'est mieux parce que ça contribue globalement à la réduction d'émissions, mais aussi dans un inventaire gravitaire, ça va faire en sorte qu'il va y avoir davantage de flux vers les produits du bois de longue durée de vie. Ici, une petite vulgarisation pour ceux qui s'intéressent dans la revue de conversation sur ce thème-là. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse davantage. Alors, on y va ou on y va pas? Pour terminer, je dis ça dépend de ta posture. Parce que oui, il y a beaucoup d'éléments de posture là-dedans qui touchent le secteur forestier. C'est un secteur qui est très sensible à la réalité humaine. On est lié à ce secteur-là de toutes sortes de manières. Il y a beaucoup de symboliques liées au secteur des terres parce que la forêt, on aime ça. Les forêts qui croissent, des forêts avec des arbres matures, ça reflète beaucoup d'émotions et puis d'imaginaire aussi. Donc, ça nous amène aussi à avoir beaucoup de réflexes qui sont parfois inconscients par rapport au secteur forestier. Notamment, on pense que la nature fait toujours bien les choses. La nature a un dessein. L'humain est hors de la nature, donc on veut protéger la nature pour sortir l'humain de l'équation. Pour plusieurs, couper un arbre, c'est mal, etc. Donc, c'est des choses, pour ceux qui sont dans le secteur forestier, le savent très bien, que ce sont des freins possibles, des perceptions qui sont dans la tête de tous et chacun et qui font en sorte qu'on est hésitant parfois à utiliser le secteur des terres pour faire cette lutte au changement climatique. On a plusieurs perceptions négatives, notamment la récolte ligneuse, ça correspond du déboisement, c'est encore perçu comme ça, même si c'est une fausseté dans le cadre d'aménagement forestier durable. L'aménagement forestier est vu comme une mauvaise gestion comme on a pu faire peut-être dans le secteur des pêcheries. Puis plein d'autres éléments qui viennent jouer, notamment le fait que la forêt brûle, ça ne vaut pas la peine d'investir. Même si on est capable de comptabiliser, comme je vous ai montré tantôt en tenant compte de cette réalité-là, il reste que c'est dans l'imaginaire important. D'autres postures, l'aménagement et la protection, sont mis en opposition, alors que la proposition est plutôt de lier les deux. Donc, ça, c'est un élément que je vais couvrir dans quelques minutes pour terminer. Et autre chose, c'est que l'utilisation des crédits carbone
dans la tête de plusieurs, et puis c'est souvent mis de l'avant aussi dans les médias, c'est que ça correspond à s'acheter des indulgences. Donc, c'est de faire en sorte que nous ne fassions pas ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire limiter les émissions. Donc, cette réalité-là, je la vois beaucoup dans les médias ou dans les communications de manière générale, où est-ce que les personnes disent non, il ne faut pas chercher à compenser nos émissions, ce qu'il faut, c'est réduire, comme s'il fallait faire un choix entre les deux. Alors, moi, ma proposition, c'est qu'il faut faire les deux en même temps. Donc, on peut réaliser beaucoup de choses grâce à l'aménagement. On peut réaliser aussi beaucoup de choses pour ce qui est du carbone, grâce à la protection. Donc, je ne lirai pas ici le détail de chacun. Vous l'aurez là avec la présentation. Ce qu'il faut faire, c'est combiner les deux, les lier pour faire en sorte que nous puissions faire les deux en même temps et donc diminuer les émissions, augmenter les absorptions d'autre part. Donc, bon, conclusion, l'arbre est est dans ses feuilles, le CO2 dans le bois et dans le sol, le bois dans son bâtiment et le bâtiment dans son territoire, donc une vision élargie où ce qu'on comprend tout le territoire aménagé. Bien évidemment, forestier lié à l'aménagement forestier durable, mais aussi, pourquoi pas, dans nos villes qui sont très importants pour la séquestration du carbone aussi, puis aussi tous les avantages liés aux services écologiques par le couvert forestier. Il y en a de nombreux, notamment la question des îlots de chaleur, les inondations, etc. Donc, faire tout ça ensemble grâce à la lutte au changement climatique dans le grand secteur des terres. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis prêt à prendre des questions. Merci beaucoup, Jean-François. Pour ceux et celles qui sont joints à nous tardivement, mon nom est Raed El Ferjani et j'animerai la période de questions. Avant de commencer, j'ai quelques messages d'intérêt et quelques règles d'usage à partager avec vous. Vous pouvez tous maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans le chat sous peu. Veuillez noter que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix et il y a deux options pour poser votre question verbalement en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons avoir une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous pour poser leurs questions. Si vous préférez poser votre question par écrit, et c'est la deuxième option, utilisez la boîte du chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions posées. Sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc, la période de questions est maintenant commencée. Est-ce qu'il y a des questions orales? Oui. Lucas Moreau. Oui, les gars, on n'entend pas. On ne t'entend pas. Je vous ai envoyé une demande pour sortir de la mode sourdine. Je pense qu'il est en train d'écrire sa question. Il dit de prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, peut-être? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui désire poser une question orale ou sinon on peut aller aux questions écrites? Bon, je pense que Lucas a posé déjà une question. Que penses-tu d'oublier la carbone et de mesurer les effets climatiques des émissions de GES, forçage radiatif, pour mesurer nos efforts dans la lutte contre les changements climatiques? Que faire des changements d'albédo et de VOC, surtout dans les projets de boisement?
Bon, OK. Oui, c'est une grande question. En fait, là aussi, il y a une question de posture, en fait, parce que scientifiquement, d'une part, c'est clair que dans tous les effets biogéochimiques en lien avec l'aménagement du territoire, il y a l'absorption de carbone, ça va de soi, mais il y a évidemment d'autres effets qui sont liés à cet aménagement-là, notamment l'albédo des surfaces, aussi les changements d'évapotranspiration qui ont toutes sortes de répercussions. Puis ajoutons à ça les émissions d'aérosols qui ont tous des effets climatiques, donc ce qu'on appelle des effets de forçage climatique. Et tout à fait, la proposition ici que je vous fais se concentre sur le carbone. Je ne vais pas parler de biodiversité, là, qui est également très important comme service écologique. Mais pour ce qui est des effets de forçage, le carbone est le plus évident parce qu'on sait le comptabiliser, on sait le gérer. Il y a des effets qui sont évidemment très importants pour ce qui est de la concentration de gaz à effet de serre, qui est une des composantes de l'effet de serre important. Voilà, on est capable de mettre un prix aussi sur la molécule CO2. Alors que les autres éléments de forçage sont beaucoup plus durs en matière de gestion. Puis d'ailleurs, l'avancement des connaissances est beaucoup moins mature, si on peut dire, pour ces questions-là. Donc, pour ce qui est notamment de l'albédo, on le sait que nos aménagements ont toutes sortes d'effets sur l'albédo de surface et ils viennent jouer donc sur le forçage. Comment prendre en considération? C'est la grande question. Il y en a qui proposent d'emblée de bâtir une méthode de comptabilisation qui vont mettre sur le même pied en termes de forçage radiatif en watts par mètre carré, les absorptions, les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre général et donc l'albédo de surface, puis avoir un bilan net, si on peut dire, entre les deux. Il y a des travaux de recherche qui ont lieu présentement. Puis je participe à quelques-uns aussi, là, parce que c'est un intérêt scientifique certain. Pour l'instant, le niveau de maturité, pour moi, ne permet pas de dire on va y aller d'emblée. Parce que si on se décide de mettre une méthodologie qui va directement à la question des forçages, puis qu'on décide de prendre ces deux seuls forçages, on est en train de négliger les autres, qui ont un niveau de maturité encore plus faible. Donc ici, l'évapotranspiration, puis les aérosols qui jouent aussi dans l'équation. Donc là, moi, je dis, la posture que je prends par rapport à ça, c'est pour être fonctionnel, agir par rapport à une certaine urgence, n'est-ce pas? Allons-y avec ce que nous avons présentement, c'est-à-dire gérer les gaz à effet de serre, d'abord et avant tout, contribuer au bilan mondial dont je vous ai parlé, et puis on va ajouter au fur et à mesure des connaissances nécessaires pour venir peut-être dire, ah, ce type d'activité-là, il faut l'exclure de l'équation, même si d'un point de vue carbone, c'est très bon, parce que d'un point de vue albédo, maintenant, notre niveau de confiance est élevé et ça, c'est pas bon d'un point de vue forçage radiatif lorsqu'on considère les autres forçages, dont l'albédo. Pour l'instant, c'est un peu ma posture. Allons-y avec le gaz à effet de serre, donc bilan carbone, puis ajustons-nous au fur et à mesure, puis lorsqu'on saura quels sont les autres forçages qui jouent, jusqu'à quel point qui viennent annuler, par exemple, ou diminuer, bien, on va les intégrer. Très bien, merci Jean-François. Est-ce qu'il y a une question orale qu'on peut prendre tout de suite? Oui, François Lévesque. Oui, j'ai peut-être manqué un petit bout. C'est au début quand on dit que le secteur des terres n'est pas inclus au Québec, puis il est inclus au Canada. Ça a été vite, là, puis je n'ai pas compris pourquoi. OK. Ben, écoute, bonjour François d'abord. Je ne sais pas si je peux. Ah non, c'est ça, là. On n'aura pas ma présentation. Excusez-moi, je voulais peut-être aller sur la diapositive concernée. Vous la voyez toujours? Vous voyez mon jeu de PowerPoint? Oui. Oui. Oui, ben c'est ça. Donc, ici au Canada, nous avons le secteur des terres, si je vais agrandir un peu. Le secteur des terres est comptabilisé simplement parce que le Canada a la possibilité de la faire à travers la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a demandé au GIEC de produire des méthodologies pour chacun des secteurs. Et le secteur des terres a été donc couvert et le Canada a beaucoup contribué
à faire en sorte qu'on puisse enlever donc l'influence qu'a les perturbations naturelles dans cet inventaire-là. Parce que sinon, on aurait des émissions incroyables liées au secteur des terres si on laissait les perturbations naturelles. Fait que on a donc une méthodologie maintenant qui est de plus en plus reconnue, puis qui va être mise de l'avant maintenant de plus en plus de manière explicite par rapport à la Convention cadre, parce qu'à la Convention cadre, c'est ce qu'on déclare ici, mais pour l'instant, on ne donne pas de bilan net, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les absorptions liées au secteur des terres que vous voyez là. Donc, le secteur des terres existe dans la Convention cadre, on a la méthodologie de comptabilisation. Par contre, au Québec, donc dans l'inventaire du Québec, nous n'avons pas le secteur des terres qui est présent pour l'instant. Donc, c'est une des figures que je prenais, mais le secteur des terres n'est pas représenté. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le secteur des terres en termes d'absorption et d'émissions. On a certaines bonnes idées, il y a des excellentes publications qui sortent de plus en plus là, pour venir chercher l'ensemble du secteur des terres, mais ce n'est pas encore conforme à la méthodologie canadienne de la Convention cadre des Nations unies. C'est simplement pour ça, François, c'est que c'est pas suivi pour l'instant au Québec et je souhaite ardemment que ça puisse être le cas. Je sais que le ministère Forêt, le ministère Environnement sont ouverts à cette idée-là, qu'éventuellement on puisse avoir le secteur des terres exprimé dans l'inventaire grand effet de serre. Parfait, merci. Si. Merci François. Je vais aller à une question écrite de François Laliberté. Ouais. Vous avez abordé l'étude du bureau du forestier en chef sur le bilan carbone. En étudiant cette étude, on constate que la forêt bien aménagée peut séquestrer plus de carbone annuellement. Cependant, à long terme, le stock sur pied sera diminué. Donc, on prévoit retourner à l'atmosphère plus de carbone que ce qui sera séquestré durant l'horizon du calcul. Une partie sera séquestrée à long terme dans les produits de bois, mais seulement 16% environ selon mes petits calculs rapides. Donc, comment réduire ce déficit? Ouais. Oui, je peux aller du tout dans le détail là, de ce travail qui a été fait récemment par le forestier en chef, où est-ce qu'on voit là, comme ça, par unité, puis par type de couvert, là, les tendances à court et à long terme là, du secteur des terres, le secteur des terres, en fait, les terres forestières aménagées du Québec. Ça allume plein de lumières importantes, notamment le fait qu'il va y avoir potentiellement donc, des pertes en lien avec toutes les perturbations, puis la capacité naturelle de séquestration. C'est pour ça que je vous dis que ça prend une méthodologie qui permet notamment d'exclure les émissions liées aux perturbations naturelles, et d'une part, puis d'autre part, ça prend aussi l'aménagement pour faire face au changement climatique. Donc, l'aménagement va faire deux choses. Là, c'est quelque chose dont j'ai vraiment pas parlé, mais qui est très, très important. Il faut que l'aménagement puisse faire autant l'adaptation face au changement climatique que l'augmentation des absorptions. Et donc, pour venir un peu contrer cette tendance-là dont vous parlez, effectivement, qui a été bien normée. Et donc, ayons une méthodologie qui fait en sorte que les perturbations ne viennent pas gêner nos efforts, d'une part, puis qu'on puisse voir l'impact réel de nos efforts du secteur des terres, et d'autre part, faisant en sorte que nous augmentons les absorptions. Et comme ça, on va aussi produire davantage de produits du bois par rapport à ce qui se passerait si on ne faisait rien. Donc, l'aménagement va permettre d'adapter les forêts pour faire face au changement climatique. On a plein de façons. Donc, ça a été beaucoup discuté cette année en lien avec les forêts, les feux de forêt. Donc, faisant en sorte que cet impact-là soit moins important, que les forêts soient mieux adaptées et aussi d'augmenter du même coup les absorptions de gaz à effet de serre. C'est à ça qu'on est convenu au Québec comme ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-François. On a une question orale de Simon Saint-Onge. Oui, merci. En fait, c'est en lien avec le même sujet là, sur l'absorption des terres. Peut-être précisément dans le graphique qu'on voyait tantôt sur la situation au Canada, je me demandais juste si on a facilement l'explication de comment ça fait qu'il y a une aussi grande différence entre l'absorption dans les années 90, puis on arrive comme à l'année 2000, là, ça tombe presque à zéro sur le graphique. Là. Comment ça se fait qu'il y a un changement aussi grand d'une tendance qui semblait bonne dans les années 90, puis là, tout d'un coup, boum, il y a un gros changement d'un coup. Ouais.
Ben, c'est essentiellement c'est l'impact des perturbations naturelles. Donc là, je ne veux pas tout mêler, là. Sachez que la méthodologie permet d'enlever l'impact direct des perturbations naturelles. Donc les émissions qui sont liées aux feux de forêt, ce qui se retrouve à l'atmosphère, n'est pas comptabilisé parce que ce n'est pas une activité anthropique, de même que liée aux insectes. Mais par contre, les perturbations naturelles ont un impact majeur sur les structures d'âge des forêts, sur la composition des forêts, etc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous voyez toujours à l'écran ma diapositive, hein, n'est-ce pas? Rayed, oui, Oui, OK. oui. Vous voyez, effectivement, dans les années 90, les absorptions étaient importantes. C'était une époque où est-ce que qui découlait d'une période relativement tranquille d'un point de vue perturbation naturelle. Et donc, les écosystèmes ici reflétaient cette réalité-là, c'est-à-dire qu'ils avaient des arbres en capacité d'absorption importante et de sorte que les absorptions sont bien reflétées. Et là, nous avons eu, début 2000, la dendroctone du pin dans l'Ouest, d'une part, et à partir de 2010, au moment où la dendroctone commençait à s'atténuer, nous avons eu la tordeuse et bourgeon de l'épinette dans l'Est. Donc, les deux coup sur coup sont arrivés et ils sont venus modifier le territoire forestier, le rendant moins capable d'absorber parce que une perturbation naturelle vient jouer sur le puits de carbone des forêts résiduelles, en fait. Et donc, c'est ce qu'on voit là-dessus. C'est le reflet des perturbations. Fait que c'est vrai aussi que si on travaille à réduire l'impact des perturbations du même coup, on va jouer sur la capacité des forêts résiduelles de performer. C'est pour ça aussi que si on laisse les choses aller et que les perturbations naturelles ont une certaine période de temps là, à être moins intensives, on va revoir les absorptions augmenter naturellement sur le territoire aménagé parce que la structure d'âge fait en sorte qu'effectivement, ça va absorber de plus en plus. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On va prendre une question écrite de Guy Pardiac. Qu'est-ce qui fait que la Californie est plus active? Les normes au Québec sont-elles moins proactives? Ça prend plus de temps aux normes à être développées, par exemple le reboisement privé. Ouais, bon, il y a un certain nombre d'éléments là-dedans. Il y a d'abord le fait que en Californie, ils sont allés très fort sur le volet des émissions évitées liées à la réduction de la récolte. OK? Et donc, c'est quelque chose qui donne des effets tout de suite et qui est un protocole qui permet de faire ça. Fait que et d'ailleurs, c'est beaucoup débattu présentement, puis j'en fais partie de ceux qui critiquent cette approche-là. Où est-ce que, parce que je pense qu'on peut générer des fuites de cette manière-là, c'est-à-dire de clamer que ce territoire-là était supposé faire l'objet d'une récolte. Là, je ne parle pas de déforestation, je parle de récolte en lien avec l'aménagement. Et puis, on a décidé de ne pas le récolter finalement parce qu'on met un projet crédit carbone là-dedans. Et le projet crédit vient donc refléter le fait qu'on a laissé un puits de carbone présent parce qu'on n'a pas récolté. Mais pour moi, il y a un effet pervers là-dedans parce que si tu diminues la récolte à un endroit, il n'y a absolument rien qui empêche de l'augmenter à un autre, d'une part, ou de choisir des sites qui sont préférables, d'une part. Donc, c'est une forme de fuite. Et d'autre part, ben, rappelons-nous que si on récolte moins de produits du bois qui vont moins dans le bâtiment, on cause des émissions qui sont liées aux deux autres types de matériaux dans le bâtiment. Ça, c'est ma précaution par rapport à cette réalité-là. Mais il reste que la Californie, très active sur ce genre de projet-là, qui ont généré tout de suite des projets qui ont donné des crédits importants, d'une part. Et d'autre part, c'est que le Québec a une posture complètement différente. Le Québec, dès le début, s'est positionné, c'était explicite, publiquement que le Québec n'était pas très entiché par l'idée des crédits compensatoires, ne voulait pas faire en sorte que ce soit un levier important. Donc, le 8 qu'on a au Québec, là, possible de couverture des émissions liées avec les crédits compensatoires, le ministère de l'Environnement a toujours dit qu'on préférait d'y aller du côté des réductions des émissions et que pour eux, la posture, c'était que les crédits compensatoires ont une valeur qui est inférieure à la réduction d'émissions. Et d'autant plus si ces crédits-là sont liés aux absorptions en forêt, parce que la posture était, il y a trop de risques avec cette question-là des crédits en forêt. Et donc, on va développer une méthodologie qui fait abstraction du risque, d'une part. Ils ont réussi à le faire.
Mais ça a pris un temps énorme. Donc, le protocole forestier est arrivé l'an passé pour les plantations sur terre privée avec une méthodologie qui est bien différente de celle permise aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, plus facile, plus permissif, plus ouvert. C'est la même rigueur là, dont je vous parlais tantôt. C'est pas qu'il n'y a pas de rigueur dedans, c'est le choix de type de projet qui, pour moi, est discutable. Et d'autre part, c'est au Québec, on est frileux par rapport au crédit compensatoire simplement. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on a des questions orales qu'on peut prendre? Non, pas tout de suite. Sinon, j'ai une question écrite de Lise Beaujour. Le boisement résineux en région tempérée au boréal pourrait causer un réchauffement étant donné l'effet albédo, d'après ce que j'ai lu. Ne serait-il pas nécessaire de nuancer les impacts du boisement dans nos régions dans une optique de carboneutralité? Si au final il y a beaucoup de carbone qui est séquestré, mais que pour une autre raison l'atmosphère se réchauffe, ne faut-il pas en tenir compte? Ben voilà, je pense que c'est essentiellement la même question qui m'a été posée tantôt par Lucas Moreau. Tout à fait, la question de l'albédo reste importante. Il faut la documenter. Il faut savoir quel est l'impact sur l'ensemble des forçages radiatifs. Donc, je les répète, il y a 4 forçages radiatifs importants qu'on peut gérer par les terres. L'absorption, tout ce qui touche le CO2. D'une part, donc les gaz à effet de serre, ça c'est le premier effet important. Deuxième effet, c'est l'effet d'albédo des surfaces. Super important aussi. Ensuite, l'évapotranspiration, donc les changements qui ont lieu sur les terres en lien avec l'évapotranspiration, qui est moins important en zone boréale qu'en zone tropicale, mais quand même, qui vient jouer notamment sur l'équation en lien avec les nuages. C'est un autre forçage radiatif. Et quatrièmement, les aérosols. Donc, les aérosols, justement, vous parliez de plantations résineuses. Les résineux sont des forts émetteurs d'aérosols, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, qui sont en fait des précurseurs aux aérosols et qui viennent jouer sur l'albédo des nuages et qui ont un forçage radiatif négatif, c'est-à-dire qui refroidit. Et lorsqu'on, par exemple, en Scandinavie, eux, ils ont un peu, pas tablé, mais en tout cas, ils sont portés vers, pour l'instant, l'hypothèse voulant que l'effet d'albédo est contrecarré par l'effet des aérosols. Fait que, oui, l'effet d'albédo crée un réchauffement, mais par ailleurs, les aérosols des résineux en particulier font en sorte que l'effet d'albédo est annulé. Plus ou moins, là, c'est presque équivalent. Avec énormément d'incertitudes, il faut bien le dire. Donc, des deux côtés, surtout les aérosols, c'est très, très complexe. Donc, devant cette complexité, devant ces pas certains, oui, peut-être, et ça dépend, moi, je dis, allons-y pour l'instant pour le CO2 avec une prudence très importante. Et au fur et à mesure qu'on va documenter l'effet albédo, puis les autres effets de forçage que j'ai nommés, bien, on va s'ajuster. Et peut-être qu'éventuellement, on fera en sorte qu'on arrêtera ce genre d'activité-là, par exemple en zone boréale, le boisement. Mais avant, ayons toutes les réponses et on ne les a pas. Quelques publications seulement. Et qui ont jeté les bases, par contre, mais pour l'instant, on est encore dans des projets de recherche. Là. Il y en a quelques-uns en cours présentement au Québec. Puis, je dirais d'attendre ces travaux-là et ailleurs dans le monde aussi, parce que c'est une question d'intérêt. Pas juste ici d'ailleurs, hein, dans zone semi-sèche, changement d'albédo aussi, lorsqu'on pense à reboiser des zones semi-désertiques notamment, c'est un grand potentiel, il y en a beaucoup, contrer l'érosion par la désertification. Là, il y en a là aussi qui se pose la question sur l'albédo de surface. Et puis survient toujours ensuite la question en lien avec l'évapotranspiration, puis les aérosols. Donc, c'est pas réglé pour moi. Ce qui est beaucoup plus facile à gérer, pour lesquels on a une valeur monétaire de la tarification. C'est un service écologique bien certain, celui des gaz à effet de serre. Je me dis, allons-y avec les gaz à effet de serre pour l'instant, puis on s'ajustera au fur et à mesure. Voilà ma posture. Mais c'est une posture, hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Merci Jean-François. Une question de Patrick Aimant. Dans une perspective de forêt privée, quelle avenue est la meilleure pour un producteur forestier privé qui veut faire de la séquestration de carbone, le marché volontaire ou le réglementaire qui n'est pas toujours mis en place au Québec? OK. Bon, pour le secteur privé, pour les terres privées, sachez qu'il y en a un protocole, hein, c'est le protocole québécois qui
permet donc de vendre des crédits auprès des entreprises réglementées. Il existe depuis l'an passé. Donc, c'est un protocole pour les terres privées touchant les activités de boisement et reboisement seulement. Donc, augmentation des superficies par boisement et reboisement. On a une méthodologie en lien avec un protocole qui est publié. Donc, c'est faisable présentement. Okay, pour l'instant, attendons de voir ce que ça va donner. Il existe, mais seulement pour ce type d'activité-là. Mais je vous dirais de manière beaucoup plus large. Il y a tellement d'activités possibles. J'ai rapidement là, évoqué quelques-uns dans la présentation, lorsque je disais là, de conjuguer les activités qui augmentent les absorptions, diminuent les émissions. Dans ça, vous avez beaucoup d'activités de sylviculture qui peuvent être mises de l'avant, ou ici encore, là, la sylviculture qui permet d'augmenter la densité en carbone. Donc, faire en sorte que vos aménagements prélèvent selon vos besoins, mais qui s'assure en même temps qu'on augmente, on maintienne au moins la densité en carbone par la suite, mais sinon qu'ils les augmentent. Donc, les choix d'essence, la densité en espèces, des approches aussi qui vont augmenter séquestration dans les sols. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'échelle d'un peuplement pour augmenter la densité en carbone. Et ça peut être valorisé. Pas au Québec. Ben, au Québec, c'est des plantations, oui, mais sur une terre déjà boisée, il faut se tourner ce moment-là vers le marché volontaire. Et là, dans le marché volontaire, vous avez une panoplie de protocoles qui existent, qui permet de faire ce genre d'activité. En fait, les protocoles sur le marché volontaire, les standards les plus sérieux, VCS et Gold Standard, permettent des activités qui modifient l'aménagement. Et tout ce que tu as à faire comme démonstration, c'est que ton aménagement par rapport au scénario de référence, c'est-à-dire l'absence d'un changement dans l'aménagement, ben, ce scénario-là est supérieur en absorption que le scénario sans modification de l'aménagement. Fait que si tu travailles sur la densification en carbone de ton site aménagé, ben, tu peux valoriser ça en tonnes de carbone à l'hectare et puis vendre des crédits sur le marché volontaire. Et puis là, il y a de plus en plus d'acheteurs. À des prix variables, par contre, hein, c'est l'autre équation là, dont je ne vous ai pas parlé. Tarification carbone sur le marché volontaire, ça, c'est laissé libre au marché, c'est laissé libre aux promoteurs de projets qui peuvent fixer le prix qu'ils veulent bien. Alors que le marché réglementé, c'est un prix qui est réglementé, là, évidemment. Il y a beaucoup de possibilités. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire, ça me fera plaisir de vous fournir des possibles de ce côté-là. Très bien. Je vais aller à une question écrite. Peux-tu poursuivre avec un retour de questions par rapport à ça? Je peux vous retourner juste après cette question, si vous voulez, Monsieur Paiement. OK, mais ça va couper un peu le sujet. OK. Ah, c'est sur le même sujet, Raed. OK, allez-y alors. Vous dites que le protocole existe, mais chaque fois que je viens pour aller de l'avant avec ça, on me dit que les inventaires sont toujours pas de l'avant, puis je suis pas capable d'aller de l'avant. Là, j'ai des propriétaires privés qui me tirent à gauche et à droite, puis ils veulent aller avec des projets soit volontaires et compensatoires. Puis là, c'est ça, j'ai de la misère un peu à les cibler. Puis oui, vous parlez d'extensionner le cycle de rotation et choses comme ça, mais en forêt boréale, où on a peut-être des peuplements de peupliers qu'après 50-60 ans, si on ne les récolte pas, c'est l'aune puis le saule qui va prendre le dessus, puis là, on va perdre. C'est plus à ce niveau-là, ici en Abitibi, c'est un peu plus compliqué que allonger le cycle, on va dire, d'un érablière, un dessulet jaune ou quelque chose comme ça. Oui. Bon, il y a tellement de possibilités en fonction de chacun des réalités de terrain, c'est clair. Et puis, augmentation des rotations, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites aussi. Je vous parlais, par exemple, ici, la CPPTM, donc les coupes partielles ou les réserves d'arbres de toutes les sortes, d'une part, mais aussi les activités qui permettent de regarnir, d'augmenter la densité ou de changer la composition, par exemple. L'idée étant toujours la même, c'est-à-dire que les forestiers là, le savent très bien comment que ça fonctionne, la croissance en général sur leur site après tel aménagement. Donc, tu fais des activités sylvicoles qui donnent tel rendement et tu compares à un changement dans ton activité qui fait en sorte que le rendement augmente. C'est ça qui est valorisable. Et les protocoles existent. Là. Donc, je pourrais vous référer à toute une série de protocoles qui existent, notamment VCS, qui a tout un portfolio super important de projets possibles pour des activités forestières qui peuvent être applicables. Et puis d'ailleurs, les VCS de ce monde sont ouverts à modifier les protocoles. Hein. L'adaptation des protocoles peuvent être faits localement. Puis ce protocole-là va être mis dans le portfolio des protocoles de projet.
donc de VCS, par exemple. Et donc, là, vous prenez le protocole qui est adapté à votre réalité, vous appliquez la comptabilisation de deux scénarios. Le scénario de référence, où est-ce que vous faites comme vous feriez normalement, et le scénario de projet, où est-ce que vous modifiez votre pratique habituelle pour augmenter la séquestration. Ça revient à ça. Puis là, après coup, là, c'est pas moi, par exemple, ou n'importe qui d'autre qui va vous dire qu'est-ce que ça vous prend chez vous. Ça prend une analyse avec les acteurs du milieu pour savoir c'est quoi votre réalité, c'est quoi le type de peuplement, puis qu'est-ce qui peut être fait sur ces sites-là pour augmenter la séquestration ou éviter des émissions. Puis on comptabilise les deux scénarios, on fait le bilan entre les deux, puis comme ça, on a un bilan. Fait que c'est possible de le faire, mais j'avoue que c'est pas simple. Quelqu'un peut difficilement s'improviser là-dedans. Ça demande, il y a de plus en plus, par contre, de boîtes de consultants là, ou autres qui sont capables, sont habiles, c'est-à-dire de savoir comment ça marche un protocole par rapport au marché volontaire, comment déposer un projet, comment suivre les règles, comment ensuite faire la vérification par une tierce partie indépendante. Donc, je l'avoue que c'est complexe, mais ça se fait. Et puis, si quelqu'un veut se rendre lui-même habile à le faire ou elle-même habile à le faire, ben, écoutez, je donne un cours là-dessus à l'hiver prochain. Fait que ça me fera plaisir de vous indiquer le cours pour mener un projet du début à la fin. Merci, Parfait, merci. Jean-François. Merci. On va essayer de donner la parole à le plus de monde qu'on peut. Ouais. Il y a encore pas mal de questions. Une question de David Paré. Les critiques sur les crédits compensatoires ne sont pas sur leur pertinence, mais plutôt sur leur qualité. Par exemple, la possibilité que les critères de non-permanence et de non-additionnalité ne soient pas toujours respectés. Comment s'assurer qu'ils le seront et rassurer les acheteurs? Oui, ben, c'est fondamental. En fait, là, je peux aller là du côté là, de ce qui fait que des crédits. On parle de crédit compensatoire, hein, parce que c'est la façon d'exprimer un projet gaz à effet de serre. Mais en fait, là, la méthodologie derrière un projet gaz à effet de serre, qui est une approche d'empreinte carbone, je vous le rappelle, c'est de comptabiliser le scénario de référence, comptabiliser le scénario de projet, puis faire le bilan entre les deux. Et d'une part, ça, c'est facile à dire, hein, mais d'autre part, c'est quand quelqu'un achète les crédits générés par ce bilan-là, ben, faire en sorte que si j'allais acheter en 2023 mon crédit pour annuler des émissions que j'ai occasionnées, mettons, pour la même année, ben, il faut que ces crédits-là que j'ai achetés, donc les absorptions par exemple, ben, qui restent effectives, ces absorptions-là, à long terme, de manière indéfinie. On dit 100 ans la permanence, mais c'est une convention. Ce qu'on veut, c'est qu'à long terme, ça soit maintenu. Et c'est là qu'on rentre dans le chapitre de la gestion des risques. Puis la gestion des risques est très importante par rapport au projet compensatoire. Et puis les standards prévoient des méthodologies. Donc vous avez des méthodes de calcul qui vous permettent d'évaluer quel est votre niveau de risque, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que vous faites pour couvrir ce risque-là. Si vous pensez perdre un potentiel de jusqu'à 30% de vos absorptions liées à votre projet, bien, vous allez avoir une façon de faire en sorte que ce 30%-là soit couvert. Soit que, par exemple, il y a un 30% que vous ne vendez pas, qui permet de couvrir le risque, soit, par exemple, que vous couvrez ça par d'autres projets compensatoires ailleurs qui viennent se joindre pour faire en sorte que en fait, vous gérez un réservoir de CO2. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis vous gérez ce qui sort puis ce qui rentre. Et de toutes les façons possibles, d'une part. Et aussi, bien, s'assurer qu'à long terme, ce soit possible. Fait que si vous avez une terre dont vous êtes propriétaire et puis que vous devez faire en sorte que vos absorptions soient permanentes, bien là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez des assurances raisonnables suffisantes sur la terre en question qui fait l'objet d'un projet compensatoire. Et donc, ça veut dire changer des éléments dans la servitude, des éléments. Donc, oui, il y a des choses notariées à prévoir là-dedans. Ça ajoute à la complexité, encore une fois, mais c'est des choses qui se gèrent. C'est-à-dire de faire en sorte que tu couvres le risque, d'une part, et que tu t'assures que, compte tenu de la couverture de risque, à très long terme, ça va rester un puits de carbone actif à la hauteur de ce que tu as vendu. Fait que ça peut se gérer. Au Québec, on a décidé par les protocoles compensatoires, le protocole compensatoire forestier, d'éliminer cet élément de gestion de risque-là lié à la permanence. Donc, c'est une autre façon de comptabiliser, là, ce qu'on appelle l'approche
par tonne année, qui enlève cette obligation puis cette difficulté-là, mais ça pénalise par contre, par ailleurs, là, sur le bilan carbone. Je n'irai pas dans ce niveau de détail-là, mais c'est une approche qui est facilitante d'un côté, mais en même temps qui est un peu pénalisante de l'autre. C'est pour ça que je dis qu'on va attendre de voir les résultats que ça va donner à plus long terme. Mais sinon, sur le marché mondial, la gestion des risques en lien avec des projets compensatoires sur le secteur des terres, ben, tous les secteurs d'ailleurs, il faut gérer les risques, là. Le plus grand risque sont dans le secteur des terres. Ben, les méthodologies existent, puis à chaque fois, il y a ce qu'il faut qui est mis en place pour pouvoir couvrir ce risque-là. Fait que voilà. Et donc, la calcul de la gestion des risques, évidemment, change en fonction de la réalité climatique aussi. C'est clair que ce qui était peut-être un risque de 20-30% avant va devenir un risque à 40-50% maintenant, là. Fait qu'il il faut couvrir ce risque-là de manière plus importante qu'avant, sans doute. Très bien, ben, on arrive pas mal à la fin de cette période de questions. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette excellente présentation intitulée Quelle place pour les secteurs forestiers vis-à-vis les objectifs de la carboneutralité? Une proposition qui relie le boisement, reboisement, l'aménagement forestier, les produits biosourcés, les inventaires GES et l'adaptation au changement climatique. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu le 25 janvier 2024 et qui va porter sur une thématique d'hydrologie forestière avec Jason Leach, chercheur scientifique au Service canadien des forêts, au Centre de foresterie des Grands Lacs. L'intitulé de cette présentation est The Forest Water Nexus in a Changing Environment, 40 plus years of insight from the Turkey Lakes Watershed. Donc, ce webinaire sera en anglais. Je vous invite également à surveiller également notre fil Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Merci pour votre intérêt au colloque du CFL et bon après-midi. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.